Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir à ce webinaire, cette webconférence organisée en relation avec Michel Balland et Pierre Villatte, que je salue et que j'aurai l'occasion de présenter plus en détail. Je ne sais pas si Michel, tu veux dire un petit mot? Non, bonsoir et bienvenue. Et de toute façon, on se présentera tout à l'heure. Très bien, parfait. Michel, Pierre. Oui, bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans cette conférence qu'on espère un bon temps de partage et voilà. Très bien, parfait. Donc, je reviendrai sur vos profils et sur la présentation. Ce que je voulais vous dire en introduction, c'est que cette webconférence fait partie d'un cycle que nous avons lancé depuis plusieurs semaines au sein du réseau Fit-In Network. Donc, nous avons déjà traité des problématiques de direction générale lors d'un précédent webinaire. Nous avons traité des problématiques de supply chain et de e-commerce notamment. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer de traiter les problématiques et les enjeux de la direction des opérations et de la direction de projet en période de post-confinement. Voilà. D'un point de vue organisation, cette web conférence durera environ 25 à 30 minutes par Pierre et Michel. À l'issue de laquelle je prendrai les questions qui auront été posées par vous tout au long de cette présentation. Et à cet effet, vous avez un chat qui est mis à votre disposition et je vous invite à poser vos questions par écrit tout au long de cette présentation. Elles seront reprises et j'aurai l'occasion de les poser à nos deux experts en votre nom. Voilà, pour nous assurer que le chat fonctionne dans de bonnes conditions, ce que je vous propose, c'est de le tester, de mettre un petit mot pour vérifier qu'il fonctionne bien, pour que vous puissiez l'utiliser pendant notre présentation. Voilà. Au niveau des caméras, elles sont soit allumées, soit éteintes en fonction de vos choix respectifs, donc à vous de décider. Et au niveau des micros, nous avons prévu de couper les micros pendant notre intervention et vous pourrez les réactiver lorsque nous serons dans la partie questions-réponses. Voilà sur les aspects logistiques. En introduction, donc Fit-In Network est en quelques mots un réseau de management de transition et de managers de transition avec des valeurs communes. Parmi ces valeurs figurent notamment celle de la solidarité, du développement commun et de la mise en avant et la mise en valeur de nos experts à travers différentes activités. Parmi ces activités, des fiches métiers qui sont rédigées par nos experts premium, des réunions sous forme de visio régulièrement, des articles thématiques qui sont proposés à nos différents experts, des webconférences comme celle que nous organisons aujourd'hui pour mettre en avant les compétences et les services que peuvent apporter nos experts premium et d'autres services dont nous aurons l'occasion de parler à d'autres occasions. Voilà, notre réseau est principalement actif dans 3 métiers, les métiers du management, les métiers de la finance, les métiers des ressources humaines. Nous comptons aujourd'hui plus de 900 membres qui sont référencés et visibles au sein de notre communauté et donc sur notre site fitinnetwork.com. Et aujourd'hui, nous allons plus particulièrement mettre en lumière le profil et l'expérience de nos deux experts ici présents. Michel Balland. Michel, si tu veux passer slide numéro 2, comme ça on verra non seulement ton nom, mais aussi tes coordonnées. Voilà, donc Michel Balland, notre premier expert aujourd'hui, qui est directeur des opérations et de la maintenance. C'est un professionnel particulièrement attaché aux facteurs humains au sein des organisations dans lesquelles il intervient. Il bénéficie d'un double parcours, à la fois dans l'industrie et dans les services. Il est manager de transition depuis 3 ans. Il a à son compteur 5 missions aujourd'hui et, point de particularité, il a commencé sa première mission le 14 février 2017, jour de la Saint-Valentin, et son épouse s'en rappelle encore.
Michel, à vendredi dernier, était disponible et je pense qu'il ne le sera plus très longtemps parce qu'il va très prochainement entamer une nouvelle mission d'ici la fin de la semaine. Et lorsqu'il est disponible, il est mobile en France et à l'international. C'est un professionnel expérimenté dans l'industrie lourde et la sidérurgie en particulier. Il est né au Mexique. Il parle français, anglais et bien sûr espagnol. Voilà, j'espère que j'ai tout dit. Tu nous en diras plus pendant ta présentation. Notre deuxième expert premium aujourd'hui présent, Pierre Villatte. Pierre est directeur des projets complexes. Voilà, en plus de cette compétence, il est directeur des opérations et de l'ingénierie. Pierre est spécialiste des entités à redresser et des projets de construction. Il réalise des missions depuis 2 ans, mais est manager de transition sans le savoir depuis 2012. Il est spécialiste d'un certain nombre de métiers, notamment les métiers des infrastructures, de l'oil and gas et des télécoms. Il est actuellement basé en région parisienne, pas pour très longtemps non plus, parce qu'il partage son temps entre la région parisienne et la Corse. Il est mobile en France et à l'international. Sa particularité, c'est d'être aussi né en Amérique du Sud, au Venezuela. Il parle parfaitement français, on pourra le constater, anglais et bien sûr espagnol. Pierre est disponible pour vous accompagner dans de nouvelles aventures. Voilà l'introduction que je voulais faire. Pierre, Michel, je vous passe la parole. Comme on dit, the floor is yours. Bien. Donc, notre présentation va se partager en 3 parties, comme a dit Bruno il y a quelques instants. La première, c'est Pierre qui va prendre un sujet particulier concernant l'accélération des cadences ou d'une production en général. Moi, je vais aborder le thème de comment on accompagne le changement et il vous restera du temps largement disponible pour que vous puissiez poser vos questions et qu'on puisse vous apporter des réponses. Merci Michel. Bon, dans la direction d'entité opérationnelle, on est amené effectivement à gérer des transformations importantes ou des aléas souvent très compliqués qui ont la caractéristique de pousser en fait nos modes de fonctionnement jusqu'à leurs limites. Et j'ai pris cet exemple de changement d'échelle significatif dans des cadences de travaux, parce que c'est un bon fil conducteur justement pour s'amener à repenser les façons de faire et à s'interroger sur les limites de ces façons de faire et de nos process d'exécution. C'est un exemple qui pourrait se décliner sur plusieurs sujets, en fait, autres sujets comme l'ouverture d'une filiale à l'étranger ou le lancement d'une nouvelle activité, etc. Partout où, effectivement, l'organisation est bousculée ou nos process sont bousculés. Donc, prenons cet exemple donc, de changement d'échelle. Et en général, pourquoi on va changer d'échelle? On va changer d'échelle de cadence pour rattraper un retard de production, pour rattraper un retard accumulé dans un projet, plusieurs mois de retard et on a une échéance particulière, faire face à une demande en croissance, et là je pense particulièrement à effectivement la situation post-Covid, et ou tenir des délais cruciaux, exemple les échéances Jeux Olympiques Paris 2024, où effectivement si on a pris plusieurs mois de retard pendant une période donnée en 2020, l'échéance elle-même des Jeux Olympiques est difficilement repoussée. Voilà. On va aborder le sujet en 3 phases, en fait. La première correspond à l'analyse des processus internes. La seconde correspond à la mise à niveau rendue nécessaire, en fait, par ce changement d'échelle. La troisième étant la phase de planification et de gestion du changement. Slide suivant. Merci. Donc, dans cette première phase, il y a plusieurs étapes, plusieurs choses importantes. La première, c'est que c'est une analyse qui doit être faite sans concession.
On est effectivement face à un changement, à une rupture, et il s'agit effectivement d'analyser les façons de faire telles qu'elles sont, et je dirais presque sans se mentir, et, en abattant certaines certitudes. Donc effectivement, l'analyse doit être très concrète et un jeu de vérité. Ensuite, il faut être clair sur l'objectif qu'on a. L'objectif va se décliner de manière très différente en fonction effectivement de l'étape dans le process dans laquelle on est. Donc, on se dit, on veut tel objectif de changement de cadence, comment ça va se traduire au niveau de notre bureau d'études, au niveau de nos achats, au niveau de notre construction, au niveau de notre commissioning, par exemple. Et donc, il faut effectivement décliner ces objectifs en sous-objectifs et pour bien identifier les marches à atteindre. Ensuite, chose très importante, la seconde chose très importante, effectivement, est d'analyser le qui fait quoi, c'est-à-dire comprendre ce que font réellement les équipes, le pourquoi ils le font, comment ils le font. La tendance naturelle d'une équipe ou d'une personne est de s'affranchir des contraintes quotidiennes qu'il a dans son travail parce qu'elles sont pénibles. Et ça, c'est une tendance naturelle qu'on a tous. Et ce qui nous ferait dévier, en général, d'un processus bien écrit, bien rodé, parce qu'on n'a pas envie de se coordonner avec tel service, par exemple, parce qu'on n'a pas envie de faire telle action qui est pénible, etc., etc. Donc, on se rend compte que des déviations sont faites ou les choses sont déviées au fur et à mesure. Donc, il est important, très important dans cette phase d'analyse de savoir ce qui est réellement fait par les équipes et pourquoi c'est fait de telle manière, quelle est la raison sous-jacente de la façon de faire. Ensuite, cette analyse étant faite, se poser la question de la robustesse des process, sur la maîtrise des temps de cycle, effectivement. Et ensuite, c'est la suite, s'il te plaît, Michel. L'identification des contraintes et des goulots d'étranglement. Est-ce que toutes les étapes ont une vraie valeur ajoutée? Est-ce qu'on a des étapes qui sont limitées par des questions de ressources? Et dans quel cas, quelles sont ces ressources qui limitent? Quelles sont les spécialités dont on a besoin? Dernier point, sur l'identification des lacunes des outils métiers. Est-ce qu'il y a effectivement, dans les outils qu'on utilise, des limitations identifiées? Est-ce qu'il y a des dysfonctionnements d'outils informatiques, par exemple, qui ne sont pas suffisants ou qui bug, dont la performance n'est pas à la hauteur? Et est-ce qu'ils sont simples d'utilisation? Est-ce qu'ils sont transférables? Est-ce qu'ils sont transmissibles à des sous-traitants, etc., etc. Donc, il y a toute cette phase d'analyse à mener. La phase suivante est la phase de mise à niveau. On a effectivement fait cette phase d'analyse sans concession, on a un état des lieux et on connaît exactement là où mettre à niveau le processus. Le mot-clé, et sur lequel effectivement je tiens à insister, c'est la simplification des processus. Il faut simplifier, il faut fluidifier les processus de manière à les rendre industrialisés et de manière à rendre fluide la production et le travail des uns et des autres. On peut se faire aider par différents systèmes comme des workflows ou d'autres systèmes de manière à rendre ça fluide et de diminuer, on va dire, la contrainte qu'on ressent à l'utilisation de ces processus. Mais l'étape clé, c'est effectivement de simplifier. On prendra effectivement un exemple après. Ensuite, mettre les outils métiers en adéquation. On a vu des faillites, on a vu des limitations dans les outils de process. Je suis désolé, je suis perturbé parce que j'ai perdu les slides. Voilà, je l'ai retrouvé. Merci. On a effectivement fait une analyse des outils. Il faut les rendre en adéquation avec les besoins et avec les nouveaux objectifs. Et effectivement, résoudre ces dysfonctionnements. Il faut bien penser, et là, on enfonce une porte ouverte, mais je crois que tous ceux qui ont dirigé des opérations, dirigé des projets, ont été confrontés à cette problématique-là. C'est le process qui définit le besoin et non les outils qui définissent le process.
Ça, c'est extrêmement important. Troisième étape, les indicateurs de performance, les KPI. On a simplifié les processus, on a des outils en place. Il faut aussi bien sélectionner les outils qui vont nous permettre trois choses. La première, c'est de piloter l'activité, de mesurer l'efficacité des processus et de se caler par rapport aux objectifs à atteindre. Et là, effectivement, avec le temps, tout le monde est confronté en fait à un certain nombre de KPI à gérer et à suivre, et on peut très rapidement atteindre 15, 20, voire plus que 20 KPI à suivre. Là, il faut se recentrer dans ce genre de phase aux KPI essentiels, et là, on parle de 3 à 5 KPI. C'est un peu comme le tableau de bord d'une voiture, on a plein de cadrans, mais en fait, il y en a deux qui sont importants. C'est le compteur de vitesse, hein, et c'est la route qu'on va prendre. Voilà. Et le reste, le niveau de la batterie, on n'en a pas grand-chose à faire. En fait. Voilà. Donc là, on est vraiment aussi dans un pilotage, et donc il faut se limiter aux KPI qui sont essentiels. La dernière étape, c'est l'étape de planification. Planifier les projets dans un premier temps. On a des processus qui sont remis à niveau, des outils qui sont là. On est capable d'avoir une maîtrise du temps de gamme qui correspondent vraiment à la réalité du terrain et qui vont nous permettre de planifier les projets. Planifier les projets, ça va le planifier sur toute la durée. Par contre, effectivement, la mise en place d'un vrai planning, pour ceux qui ont maîtrisé des outils, c'est un certain nombre de tâches, des liens entre les tâches. On n'est pas obligé et au contraire, il ne faut pas détailler forcément les tâches qui sont à 2 ans. On va s'attacher à détailler les tâches qui sont à court terme, c'est-à-dire 30 jours, 90 jours. Moins détailler les tâches à moyen terme, on va dire 6 mois. Et les tâches qui sont à plus d'1 an, on ne va pas les détailler. Par contre, toute l'ingénierie du planning est à faire et les liens sont à faire, mais sans détail. Ça, c'est le principe du rolling wave qui permet effectivement d'avoir vraiment un pilotage des activités qui arrivent et aussi d'avoir de manière très visuelle les conséquences des retards ou des aléas qui se produisent sur tout le reste du déroulé du projet. Une fois les projets planifiés, on les consolide et on a donc un planning de l'activité, du portefeuille de l'activité complète. Et là, on peut avoir des projections sur l'exercice suivant et une analyse de cette projection par rapport aux objectifs qu'on avait. Et s'il y a un écart important entre l'analyse, la projection et les objectifs, ce sera donc effectivement un travail itératif de manière à replanifier les projets jusqu'à ce que l'objectif de chaque projet vienne être en ligne avec les objectifs de l'activité qu'on avait et les projections sur l'exercice. Pour accompagner tout ça, il est nécessaire d'avoir une gestion rigoureuse des risques et opportunités, d'abord pour anticiper les aléas et leurs conséquences sur les projets et sur l'activité en général, de manière à pouvoir anticiper des plans d'action et surtout, et c'est un peu le parent pauvre de la gestion des risques et opportunités, c'est surtout d'identifier les opportunités. Parce que bon, gérer les risques, c'est bien, de les prévoir, c'est bien, des plans d'action, c'est parfait. Sauf qu'il y a certains risques qu'on va quand même subir, et donc des retards, des glissements. Et donc, en fait, l'important, c'est d'arriver à extraire, à identifier des opportunités qui vont nous permettre de compenser ces retards et donc d'avoir une politique d'accélération, de gain en coût, gestion optimisée, etc. etc. Pierre, est-ce que tu peux nous illustrer tout ce que tu viens de dire avec un exemple concret? Un exemple, c'est sur une mission que j'ai réalisée, effectivement, chez un opérateur de fibre optique. L'objectif de cet opérateur était de multiplier par 10 sa production de prise entre 2017 et 2019. C'est-à-dire qu'en fait, il produisait 10 en 2017 et il devait en produire 100 en 2019. Début 2019, ils se sont rendus compte,
management de l'entreprise s'est rendu compte que la production plafonnait, sans avoir trop de visibilité sur l'exercice, parce qu'il leur manquait des outils de projection de l'activité, mais tout laissait à penser qu'il serait à peu près au niveau de 50 au lieu d'être à 100. Et donc, on a lancé une façon de travailler de ces et principalement, si vous passez à la slide suivante, on a fait une analyse des process et des outils métiers, et principalement centré sur le bureau d'études. Vous pouvez nous mettre la slide suivante, Michel, s'il te plaît? Merci. Et donc, effectivement, donc, analyse des process et outils métiers, où nous, effectivement, on est passé d'un processus extrêmement complexe qu'on a simplifié à volonté. Par exemple, on a certains sous-processus. On connaissait 10 étapes de contrôle sur un sous-processus qu'on a réduit à une étape seulement. Donc, on a divisé par 10 les allers-retours entre un opérateur et un contrôleur, en fait, en tant qu'entité. Et cette simplification nous a permis à la fois de libérer du temps pour les personnels et deuxièmement de pouvoir externaliser la tâche. Donc, tout ce travail d'analyse des process, de mise en cause et de simplification a été très bénéfique parce qu'effectivement, on a réouvert et ça nous a permis de lever un certain nombre de goulots d'étranglement, d'éliminer les tâches qui étaient sans valeur ajoutée et donc d'avoir un process bien plus fluide. Pour rendre les transferts d'étapes entre chaque étape beaucoup plus fluides, on a mis en place un outil de workflow donc, qui a permis de se passer des transmissions de fichiers par mail ou sur disque partagé, etc., etc. Et donc, ça a simplifié l'interface entre différentes entités. Cet outil a été extrêmement performant. Enfin, à la fin de ce processus de simplification, on a lancé un outil de planification des projets et de prévision de portefeuille. Le résultat à fin 2019 a été que sans l'outil de planification qui n'était pas en place à ce moment-là et avec seulement la mise en place en partie d'outils informatiques remis à niveau, la production a été de 80% de l'objectif. Donc, on a préparé en fait 2020 où là effectivement, la production a été au niveau. Donc, voilà un effet particulièrement concret de cette méthodologie donc pour augmenter, pour multiplier par 10 une production en 2 ans. Voilà, donc voilà un exemple donc, de mise en place de cette méthodologie, on va dire, un peu dans le dur, dans le hard. Maintenant, je vais laisser la parole à Michel qui va nous expliquer l'aspect soft de la gestion du changement. Merci Pierre. Alors soft, ça ne veut pas dire plus facile. Hein. On va aborder un petit peu le sujet des hommes et des femmes. C'est eux quand même qui sont derrière tout projet ou toute entreprise. Donc, comment accompagner le changement là? Dans toute formation, là, on va trouver un peu des choses communes. Hein, le contexte, pourquoi changer, le contenu, que changer, les process et les outils. Bon, je pense que Pierre, on a assez parlé tout à l'heure, ça fait partie des choses qui est parfois à changer. Là. Et puis, quels sont les effets attendus et les résultats. Et donc, derrière tout ça, il y a des acteurs. Et donc, qui changent et comment les accompagner pour que ça change. Donc, l'accompagnement au changement des collaborateurs est un enjeu majeur de la transformation d'entreprise ou de la réussite de tout projet. Sans eux, je pense que ça ne marchera pas. Et les statistiques montrent, ou ils écrivent en tout cas, qu'en moyenne, 3 projets de transformation sur 4 échouent dans la durée.
La raison principale étant l'absence d'adoption de ces projets par les collaborateurs. D'où l'importance de s'occuper de ces personnes-là. Donc, pour que tout changement dans une entreprise, ça peut être une grosse transformation globale ou un projet particulier, comme l'exemple de Pierre, réussisse. Donc, une transformation ne se décrète pas, elle se partage. C'est pas, ça peut pas être une personne qui décide d'y aller toute seule. Là, pour que tout le train derrière file. Et donc, il faut communiquer de façon efficace et régulière. Et ça, dès le tout début du projet. Il ne faut pas attendre la moitié du projet et que des choses soient déjà en cours pour communiquer. Il faut communiquer dès le début, efficacement et régulièrement. Alors, derrière le mot régulier, tout va dépendre du projet. Certains projets vont nécessiter une communication très, très peu espacée, d'autres beaucoup moins. Là, ça, c'est chaque projet qui appliquera la régularité de la communication. Il ne faut pas penser que la communication descendante et la formation suffisent. La communication descendante, ce n'est pas des notes de service ou des discours du top management qui vont suffire. Déjà, il faut que toute la chaîne de management communique, traduise un petit peu les paroles du numéro 1 pour que, quand ça arrive jusqu'au bout, ça soit comprise de toutes les équipes terrain. Et puis, on peut aller chercher les informations sur le terrain. Là, les gens qui sont sur le terrain ont des tas d'idées et souvent, c'est eux qui savent ce qui bloque et ce qui fait mal et ce qu'il faut faire pour que ça s'améliore. Et puis, il faut donner au manager le temps, c'est-à-dire que parfois, on est dans un projet de changement et le manager, on lui demande de mettre en place des nouvelles procédures, mais en même temps de produire autant qu'avant. Et donc, à un moment donné, il est confronté à un manque de temps. Donc, il faut réussir à ce que les deux choses trouvent la place dans son emploi du temps de la journée. Et puis, les outils pour réussir le changement, ça, Pierre, il en a parlé. Et donc, tout ça, il faut absolument développer la confiance au sein des équipes pour dissiper les craintes. Tout changement, toute chose inconnue génère de la crainte. Donc, en expliquant, on arrive quand même à éliminer cette crainte. Donc, moi, j'aime bien ce terme-là, donner du sens au projet. Donc, il faut partager, expliquer les enjeux avec transparence. Rares sont les choses qu'on ne peut pas raconter aux équipes. Donc, et puis surtout, ce qu'on leur dit, il faut que ce soit vrai. Je pense qu'une équipe qui se rend compte qu'on n'a pas été transparent une fois, ça va être difficile de la récupérer par la suite. Donc, avoir une vision et des objectifs clairs et accessibles par tous, il faut qu'ils soient compris de tous si on veut qu'ils soient partagés. Et en procédant de cette façon, on arrive à susciter l'intérêt de tous et donner envie à ses collaborateurs de s'engager jusqu'au bout dans le projet et surtout de devenir des acteurs de la transformation. Ce qui est important surtout, c'est que tout soit adopté et pérennisé. Il ne s'agit pas de donner un coup de pied dans l'eau et que ça retombe après. Donc, il faut mesurer les effets des changements adoptés, les indicateurs, ça, Pierre en a parlé. Donc, des indicateurs, pour ceux qui connaissent la méthode SMART, donc spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporellement défini. Communiquer et fêter sur les succès. Personnellement, je considère que fêter les succès, ça fait du bien à tous. Et puis, détecter les collaborateurs qui adhèrent spontanément au projet de transformation. Là. On dit qu'il y a à peu près 5% dans une équipe, 5% de personnes qui adhèrent au projet. 5% qui sont plutôt des gens qui freinent et qui peuvent nuire au projet. Et entre les deux, il y a des gens qui finissent par suivre, même s'ils ne comprennent pas bien.
Bon, le but, c'est que ces tranches soient le moins grosses possible et rejoignent les suiveurs. Et donc, ces personnes qui adhèrent spontanément, là, par leur attitude positive et leur enthousiasme, le but, c'est qu'ils vous aident à entraîner le reste de l'équipe. Il faut absolument, j'ai parlé du train tout à l'heure, que quand on se retourne, tous les wagons du train soient toujours raccrochés à la locomotive. Sinon, ça ne va pas se passer comme on veut. Bon, je voulais illustrer ce que je viens de vous dire avec une mission que j'ai réalisée, celle qui a démarré le 14 février 2017, dans un grand groupe français dans le domaine de l'eau. Et je suis arrivé tout au début d'une organisation profonde du groupe et l'agence que je dirigeais était très touchée par cette organisation. Donc, en général, quand j'arrive dans une mission, première chose que je fais quand l'équipe est à taille humaine. Pardon. Là, j'avais à peu près 65 collaborateurs. Je me suis entretenu avec chacun des collaborateurs en tête-à-tête, juste pour mieux les connaître et qu'ils me connaissent mieux. Et j'ai senti au cours de ces entretiens, ou j'ai appris en tout cas, qu'ils avaient vécu quelques mois auparavant une réorganisation qui avait des points communs avec ce qu'on envisageait de faire et qui s'était très mal passé puisqu'elle les avait même conduits jusqu'à la grève. Ce projet portait pour nom Cerva. Et donc les gens me disaient, Monsieur Vallon, c'est ce que c'est Cerva, c'est une montagne suisse très pointue. Et l'histoire dit qu'il y a une cordée de 10 alpinistes qui a entamé l'ascension de cette montagne-là. Et puis, il y en a un qui a coupé la corde et il y en a 9 qui sont tombés, se sont tués. Il n'y en a qu'un qui est revenu. Donc, c'était quand même une vision assez négative de la chose. Donc, j'ai décidé de procéder à un accompagnement très poussé des équipes. Je les ai réunis pour leur expliquer avec transparence le projet et donner du sens. Pourquoi c'était fait, quels étaient les objectifs et comment ça allait se passer. Je les ai fait participer là en leur disant que le point de départ et le point d'arrivée étaient connus, mais que plusieurs chemins pouvaient être pris pour y arriver et que je leur laissais le choix un petit peu de choisir celui qui leur convenait le plus. Alors, ils ont participé de façon extrêmement positive et efficace parce qu'ils n'étaient pas forcément habitués à ce qu'on leur donne la parole et à ce qu'on leur explique autant ce qui allait être fait. En sachant que c'est juste, je reviens 2 secondes en arrière, c'est un groupe qui a connu X transformations. Donc, le projet avait un nom que je ne vais pas citer là, mais en disant X, ils attendaient déjà X bis, X terre, et puis ils disaient, de toute façon, dès qu'on aura fini celui-là, on va tout casser pour en entamer un autre. Donc, comme dit le dicton, là, on attend le contrôle avant de réaliser l'ordre. Bon, donc, ils ont participé positivement et activement. Ils ont apporté quelques amendements là, au projet parce qu'effectivement, ça venait quand même de la direction générale et parfois les gens sont loin du terrain, donc certaines choses ne collaient pas du tout à la façon dont ça se passait, mais c'était vraiment des amendements très légers. Et donc, ils ont quasiment co-construit avec nous les nouveaux organigrammes. Le résultat de cette façon de procéder, c'est que la mise en place est faite avec douceur. La nouvelle organisation est devenue opérationnelle et efficace très rapidement, en sachant que vous avez travaillé là, le lendemain tout seul, là, ils se sont mis un petit peu en tenue de déménageurs et ils ont aménagé leur bureau pour que les gens qui allaient travailler ensemble soient proches les uns des autres. Donc, c'était extrêmement participatif et positif. Et bon, ça fait 3 ans, moi j'ai gardé les contacts avec eux. Ça continue à se passer de façon tout à fait correcte.
J'ai dans le même groupe fait d'autres missions et je suis arrivé après des managers qui venaient de partir et qui n'avaient pas du tout ma façon de procéder, qui avançaient très vite mais sans expliquer les choses. Donc quand je suis arrivé, les gens étaient perdus, ils ne savaient pas où ils allaient. Il a fallu rattraper ça, mais en expliquant, ça s'est arrangé. Pierre? Oui, alors en conclusion, un changement d'échelle doit forcément s'accompagner par une réflexion sur les façons de faire, hein, comme on l'a dit, et sur le détail et la précision de ce qui est fait par les équipes et pourquoi ils sont faits et comment c'est fait, et les conséquences que ça peut avoir dans nos modes opératoires et aussi dans l'organisation un peu du département dans lequel on est. Ça a forcément des incidences organisationnelles qui peuvent être très importantes. Le deuxième maître mot, effectivement, je le répète, hein, c'est simplifier. C'est de simplifier les process, c'est de simplifier les KPI, c'est de simplifier tout ça. On vit dans un monde où il y a de plus en plus de complexité, on a de plus en plus d'injonctions ou d'objectifs qui souvent sont contradictoires. On nous demande de produire de la qualité à bas coût, on nous demande de standardiser, mais d'être proche du client. Voilà, donc on nous demande beaucoup de réactivité et en même temps de la stabilité. Enfin, bon, il y a beaucoup de choses contradictoires à gérer, auxquelles se rajoutent des objectifs de qualité, de compliance, des objectifs de ressources humaines. Enfin bon, donc quelqu'un qui gère une entité opérationnelle fait face à une complexité de plus importante. Il ne faut pas que cette complexité se traduise par de la complication qui elle-même serait source je dirais, de perte de temps, de perte d'énergie et de mauvais rendement, si je puis dire. Voilà, les choses compliquées doivent s'entendre simplement. Et donc, le plus compliqué, ce n'est pas de faire en sorte que les gens comprennent la nécessité du changement, mais qu'ils désapprennent pour toujours, ou presque, les méthodes d'avant. On dit souvent que le naturel revient toujours au galop. Donc, il faut être très attentif à ce que dès qu'il y a des tentatives d'utilisation de vieux outils ou de vieilles méthodes, on en tienne compte pour revenir aux basiques nouveaux qui ont été mis en place et que ça perdure dans le temps. Et donc, une véritable gestion du changement et un accompagnement des équipes doit être mis en place pour accompagner les acteurs et l'encadrement, qu'il ne faut pas oublier aussi, pour s'assurer de la réussite du projet. Donc, d'un côté, il y a tout ce qui est outils workflow, planning et autres, mais il y a les hommes et les femmes derrière. Et il faut que tout ça suive ensemble. Très bien. Michel, Pierre, merci pour ces informations globales qui encadrent les problématiques de gestion du changement au niveau de la direction des opérations et des projets. Merci à tous pour votre écoute attentive et intéressée. Je propose que l'on passe aux questions qui nous ont été posées, qui vous ont été posées, en commençant par celle de Olivier Naudin, qui vous demande, avec les contraintes sanitaires actuelles, avez-vous pu quantifier une perte de productivité moyenne attendue dans une usine standard? Je crois que tout le monde risque d'être surpris par ces pertes de productivité en 2020. Est-ce que Michel ou Pierre souhaitaient répondre? Non, déjà, je ne sais pas s'il y a des usines standards pour commencer. Je pense que chaque usine est un cas particulier ou presque, sauf si elles font partie du même groupe et que c'est le même type d'usine. Après, honnêtement, moi, je n'ai jamais essayé de quantifier cette perte de productivité. Mais bon, ce qu'a raconté Pierre, c'est applicable effectivement, que tu fasses supprimer toutes les tâches inutiles et certains contrôles inutiles peuvent essayer de gagner une partie de la perte de productivité due au fait que
n'y a pas les mêmes équipes et que certaines contraintes sanitaires obligent peut-être à des arrêts de production. C'est sûr que c'est plus compliqué là. Mais moi, j'ai pas de chiffres. Je ne sais pas toi, Pierre, si tu as des idées. Non, j'ai pas de chiffres. Alors, effectivement, la problématique, enfin, sur la partie qui est plus dans mon domaine, qui serait plutôt des travaux, en fait, hein, c'est qu'il y a eu plus d'arrêts complets, en fait, que de vraies baisses. S'il y a eu des baisses, elles ont été drastiques, hein. Sur des chantiers, je pense qu'on a été plus près de 20% que de 50%, hein. Et donc, si ce n'est pas zéro. Voilà, donc dans une usine type, je ne sais pas, mais très clairement, alors effectivement, je rebondis sur ce que dit Michel, il y a eu un certain nombre, il y a eu une disparition un peu je dirais mais la pollution faite par des différents KPI, processus d'information, de contrôle, etc., effectivement, cette période-là, où on a été beaucoup plus direct dans la façon de travailler et le travail a seulement été plus efficace, le travail réel a été plus efficace. Voilà, donc ça risque d'avoir des conséquences, par contre, pour le futur. Très bien. Merci. Effectivement, votre réponse est en ligne avec ce que nous répondait Sylvain Boulifreau, qui nous disait qu'il n'était pas sûr qu'il y avait des usines ou des situations standards. Chaque cas est probablement spécifique, mais vos réponses sont intéressantes. Guillaume Gauthier vous demande, utilisez-vous des outils ou méthodes spécifiques pour améliorer la communication montante dans la phase amont du projet? Pierre, c'est une bonne question. Là. Ma première réponse, ça va être que le meilleur outil, c'est d'aller voir les gens sur le terrain. En tout cas, moi, dans mon expérience, qui maintenant est de plus de 35 ans, là, c'est là où j'en ai appris le plus. Après, aujourd'hui, il y a des tas d'outils, comme dans les groupes où j'ai travaillé, il y avait des outils comme Yammer, qui fait partie des suites de Microsoft, ou Slack, pour ceux qui connaissent, qui permettent. Slack a l'avantage de pouvoir créer des canaux pour chaque canal étant dédié à un type d'activité. Mais tous ces outils nécessitent une discipline de fer parce que sinon, ça devient vite l'enfer quand il y a beaucoup de monde. Moi, j'utilise Slack aujourd'hui avec une communauté de collègues et d'amis. Et tout le monde met ses messages un peu n'importe où. Donc, ça revient un peu parce que Slack se prétend comme le remplaçant des mails. Ça organise les mails, mais ça organise pas vos mails. C'est qu'on remplace les mails par Slack. Oui, Yammer, c'est une sorte de Facebook professionnel. Hein. Peut-être proposer à Pierre aussi de partager ton expérience sur la matière. Oui, c'est assez compliqué en fait à répondre parce que je dirais il y a la communication, on va dire, concrète et effective du projet, et là où on a besoin d'outils qui imposent une traçabilité, hein. On parle pas de juridique, mais qui nécessite une traçabilité si on a des informations à passer, des instructions à passer, etc., etc. Et là, il y a un certain nombre d'outils qui existent et qui sont d'ailleurs des gros freins. On parle de mail. Tout le monde, je pense, a subi des contraintes de recevoir 100 mails par jour, et donc on s'aperçoit que c'est une catastrophe. Mais alors après, il y a la communication, le sujet de Michel, en fait, hein, la communication sensible sur les aspects, on va dire, beaucoup plus personnels, beaucoup plus, sur l'expression, en fait, des équipes lors d'un projet de changement. Ben là, effectivement, le meilleur outil, c'est le temps passé à discuter avec eux, en fait, hein. Soit en groupe, soit en individuel, et de manière la plus transparente et la plus véridique possible, en fait. Là-dessus, c'est extrêmement important. Et il faut savoir perdre ce temps-là pour la qualité, en fait, après, de la relation et du changement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, en fait, hein. Je pense qu'il y a des éléments de réponse intéressants. Elle pourra être poursuivie à travers d'autres échanges après, mais il y a déjà des éléments de réponse très pertinents.
Véronique, que je salue, nous pose comme question, qu'est-ce que le manager de transition apporte de différent dans ce type de projet? Alors, peut-être démarrer, Michel, si ça te… Non, vas-y, vas-y. Je pense que on a une force extrêmement importante, en fait, c'est d'être indépendant et d'être en dehors des chaînes hiérarchiques. Et en général, quand on a des situations tendues ou compliquées à gérer, le, le fait d'être appelé comme expert nous donne beaucoup plus de liberté d'expression et de liberté d'action que si on est à l'intérieur d'un sérail avec des contraintes de politique interne. Autrement dit, c'est très compliqué de dire à son chef bah, tu as fait une bêtise et là, tu n'as pas fait comme il fallait faire et lui apporter sa feuille de congé à signer le lendemain. Donc, quand on est indépendant, on est justement mandaté et en général par des échelons très hauts dans la société pour résoudre le problème et donc on nous demande de le faire. Et ce qui nous octroie vraiment beaucoup de liberté et beaucoup d'autonomie pour le faire. Michel, si Oui, tu non, veux. je rejoins tout à fait Pierre là, et je rajouterais en plus que souvent on arrive dans des entreprises qu'on ne connaît pas, voire des secteurs qu'on ne connaît pas. Et donc, je pense qu'on a un esprit beaucoup plus critique que les gens qui sont dedans, et c'est plus simple de prendre du recul et d'apporter des choses nouvelles que quand on est un petit peu, ça fait des années qu'on est présent dans l'entreprise. Voilà, ce que dit Olivier, effectivement, il apporte une grande expérience et une expérience très large, en fait, des gens qui sont pas dans forcément du sérail, en fait, hein, qui sont parfois, au bout de beaucoup d'années, qui n'ont pas forcément le même éventail de vision que peut avoir un manager de transition qui a plein d'expérience. Très bien, merci effectivement Olivier pour vos compléments d'information et votre contribution à ce webinaire. Une question pour Michel et Pierre. Que faites-vous si vous rencontrez trop d'opposition à votre projet de transformation? J'imagine qu'il doit y avoir de la résistance dans vos projets de changement. Ouais, effectivement, moi, j'ai rencontré ce genre de cas. Alors, je disais tout à l'heure, il y a les gens qui adhèrent très facilement, il y a toute une partie qui est un petit peu, enfin, passive. Passive, ça ne veut pas dire qu'ils n'avancent pas là, mais ils critiquent pas, mais ils montrent pas non plus qu'ils adhèrent. Et c'est vrai que parfois, dans les entreprises, ils n'osent pas dire que c'est bien parce que les mécontents qui souvent contagient le reste, hein, c'est le très content, il ne va pas dire qu'il est content parce qu'il passe pour un faillot. Et donc, on entend la parole des mécontents. Donc, moi, quand j'ai eu des gens difficiles, ben, j'ai communiqué beaucoup avec eux. Et puis, souvent, il y a une tranche. Alors, il y a, dans les difficiles, il y a deux types de personnes. Il y a les difficiles, mais qui ne freinent pas le projet. Et puis, il y a ceux qui freinent effectivement. Les difficiles qui ne freinent pas, bon, il faut essayer de leur expliquer et les faire changer d'avis. Mais si on n'y arrive pas, ce n'est pas très grave parce qu'ils finissent par avancer. Ceux qui freinent, faut augmenter le nombre de gens qui tirent le train. Et puis ils finissent par se sentir isolés. Là, honnêtement, je n'ai jamais été, malgré les freins, et puis peut-être que j'ai eu de la chance d'être dans des projets qui avaient quand même une logique et que les gens ont très bien compris le pourquoi ça se faisait. Et de projets où il n'y a jamais eu de PSE. C'est plus facile d'arriver en disant moi je ne viens pas ni pour remplacer quelqu'un ni pour faire un plan social que les managers de transition qui vivent ce genre de choses. Donc, je ne peux pas répondre à leur place parce que je n'ai jamais été confronté à ça. Pierre, je ne sais pas si toi tu peux compléter. Alors, je dirais, enfin, tu as dit beaucoup de choses là, mais juste en complément, c'est vrai que il faut savoir derrière l'opposition s'il y a effectivement une vraie, je dirais un vrai questionnement de la personne ou si c'est un comportement toxique.
Et là, bon, s'il y a de la toxicité, ça se gère différemment, on va dire, hein. Donc, il y a des techniques pour ça. Et puis la dernière technique ultime pour gérer la toxicité, bah, c'est le licenciement. Donc, ou l'écartement, on va dire. Par contre, effectivement, il peut y avoir, et là, faut avoir beaucoup de discernement, et il peut y avoir des oppositions qui sont basées sur des choses réelles. Et donc, il faut quand même, en général, avoir une analyse quand même des vraies raisons, parce on pourrait se planter, quoi. Je veux dire, hein, voilà. Une fois de plus, souvent, on ne connaît pas à fond le domaine dans lequel on intervient, et il faut quand même de temps en temps être un peu humble et puis se dire, bah, derrière une critique ou derrière une opposition, il y a peut-être quelque chose il y a peut-être du vrai, en fait. Donc voilà, mais en règle générale, l'opposition elle est naturelle et c'est très souvent, moi je me souviens, on avait mené une grosse transformation dans un domaine particulier, ce que racontait Bruno quand je faisais du management de transition sans le savoir, comme M. Jourdain. Et en fait, ce qui nous avait beaucoup aidé à changer l'organisation, c'est qu'en même temps, la société a déménagé. Et là, ça a été un boulevard d'ouverture, parce que en fait, on est passé d'une organisation et d'une géographie à une autre organisation et une autre géographie du jour au lendemain. Et c'était à midi, le lundi midi, c'était un non-événement. Donc ça, il faut y penser aussi, hein, l'aspect de casser les habitudes et du déménagement. C'est une bonne façon, en général, de régler les oppositions. Très bien, merci pour vos commentaires. On va reprendre une question chacun et puis après, on va conclure si vous voulez bien. Donc peut-être pour Michel, quelle est d'après toi, Michel, quelles sont d'après toi les principales qualités qu'il faut avoir pour piloter des changements? Alors, euh, alors, il y a les hard et les soft skills, un petit peu. Là, bon, les hard skills, c'est facile, hein, c'est les langues quand il y en a besoin, c'est une expertise technique si on a besoin. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout les soft skills qui sont importantes là, et donc la créativité, l'esprit critique, la communication, la coopération. Là, ça, c'est un mot que j'aime beaucoup, là, la coopération. Alors, c'est de la coopération dans l'équipe et avec le reste des équipes de l'entreprise qui ne font pas partie de votre équipe. Là, mais je pense que c'est important. Il faut être ultra adaptable et ouvert d'esprit. Adaptable parce que quand on arrive, il faut être opérationnel quasiment le jour où on arrive. Là. Et ouvert d'esprit parce que je pense que si on arrive avec sa valise et ses solutions toutes prêtes qu'on veut appliquer d'office, ça ne marche pas. Moi, quand j'arrive quelque part, les premiers jours, j'écoute beaucoup et je ne dis pas grand-chose parce que je considère que ce qui existe a une bonne raison d'exister, bonne ou mauvaise, peu importe, mais il y a une raison là. Donc, et après, il faut être pour faire performant, engagé, avoir de l'empathie, avoir de l'écoute. Mais pour moi, c'est un petit peu les qualités qu'il faut avoir. Très bien, merci Michel. Ce que je propose, c'est de poser une autre question à Pierre. Donc en fait, la question que je viens de poser rejoint la problématique qu'a évoquée Aboulaye à travers le chat. Donc j'espère que ça répond à votre question, Aboulaye. Sinon, vous nous remettez un petit mot dans le chat. Pour Pierre, peux-tu nous faire une distinction? Tu évoques dans ta présentation la distinction entre complexité et complication. Est-ce que tu peux nous développer et illustrer ce que tu entends par cette différence entre ces deux termes? Alors, bon, là, je pourrais parler pendant des heures. Alors, on va essayer de faire court. Et puis, si c'est un sujet qui intéresse du monde, on pourra reprendre un autre rendez-vous. La complexité, en fait, c'est effectivement tout le nombre de contraintes qui s'additionnent et qui viennent du milieu extérieur, hein. J'en ai parlé. Bon, il y a la compliance, il y a la qualité, il y a le nombre de parties prenantes avec qui on est en prise, hein, l'opinion publique, les écologistes. Enfin bon, il y a un nombre de contraintes à répondre. Souvent, on traduit cette gestion de la complexité par des processus, par des fonctions
qui rajoute donc en termes de coordination, qui en rajoute en termes de normes, de méthodologie, de process, de règles, etc., etc. Et donc, en fait, qui arrive de plus en plus à compliquer l'environnement de travail. Et on le voit à deux choses, en fait. Hein. On le voit au fonctionnement matriciel des années 90, 2000, qui est devenu même plus qu'un Rubik's Cube, que c'est on est rendu en dimension 4 ou 5. Hein. On est passé de la dimension 1 à la dimension 2, après la dimension 3, 4, etc. etc. Et on le voit aussi à des fonctions qui sont de moins en moins lisibles. Et effectivement, donc, on complique énormément la façon de travailler des opérateurs. Et ça se traduit directement par une perte de productivité, une perte de production, une perte d'énergie et voire même du burn-out. Hein, donc, je pense que dans notre rôle en direction d'opération, et je pense que dans tous les postes management de haut niveau, la première mission, c'est effectivement, de simplifier, en fonction de ce qu'on peut faire, bien sûr, hein, de simplifier au maximum nos façons de faire, et surtout de re-responsabiliser les acteurs, de leur donner des niveaux d'autonomie suffisants pour que justement ils puissent gérer la complexité. On n'arrivera jamais à tout mettre dans un guide ou dans un manuel. Donc, sur quoi on peut compter pour gérer la complexité? On peut compter que sur l'intelligence l'intelligence individuelle et l'intelligence du groupe. Et pour avoir de l'intelligence, il faut de l'autonomie, il faut de la liberté, il faut tout ça. Voilà, donc je peux continuer comme ça pendant 1 heure, en fait. Donc, c'est pour ça que notre mot, c'est simplifier, en fait. Ça donnera l'occasion de poursuivre les échanges à l'issue de ce webinaire. Très bien. Je pense qu'on arrive vers la fin. Bruno, oui. Juste une réponse rapide. Il y a quelqu'un qui a posé une question là. Quelle spécificité pour les entreprises de services, notamment celles qui doivent inscrire le changement dans leur ADN? Comment peut-on pérenniser la gestion du changement? Oui, c'est Aboulaye qui l'a posé tout à l'heure. Alors, je l'ai résumé d'une autre façon, mais est-ce que je pense que… En 2 secondes, je vais répondre en 2 secondes. Là. Vas-y, réponds. C'est vrai que le mot transformation est un peu à la mode aujourd'hui. Moi, honnêtement, si je me rappelle de mes 20 dernières années au travail, là, ça fait 20 ans que je dis à mes équipes parce qu'on était en perpétuel changement. Donc, le monde économique change très vite. Si l'entreprise ne change pas très vite, elle est morte. Donc, je crois que c'est à la mode, mais ça fait des années que l'entreprise change, se transforme. Alors, parfois, c'est des transformations très profondes, d'autres beaucoup moins. Alors, comment peut-on pérenniser la gestion du changement? Je crois que faut pérenniser la communication et de donner du sens et arrêter d'imposer et être beaucoup plus participatif et essayer de générer l'intelligence collective. Voilà. Très bien. Merci Michel pour ces éléments de réponse synthétique. Ce que je propose, c'est qu'on passe au mot de la fin. Pierre, je te passe la parole pour livrer ta conclusion et ensuite je proposerai à Michel de faire la même chose. À toi, Pierre. Donc, le mot de la conclusion, c'est dans les cas de changement, effectivement, vive la complexité et abat la complication. Voilà. Très bien. Merci, Pierre. Michel, qu'est-ce que tu veux nous partager comme message à la fin? Non, moi, mon message, c'est que toutes ces choses-là ne sont pas toujours simples, mais elles sont passionnantes. Et personnellement, dès qu'on touche à l'être humain, je trouve ça compliqué parce que chaque personne est différente, mais c'est ce qui en fait le charme. Et si on aime l'être humain, c'est fabuleux. Et donc, le métier de management de transition est fabuleux. Très bien. Bah, écoute, merci pour ce lien. Aussi quelques mots de la fin. Donc, je remercie tous nos participants pour avoir été assidus et intéressés dans le cadre de cette présentation. Je vous confirme que vous recevrez tous, je dirais, le résumé, enfin cette présentation dans les prochains instants. Vous aurez aussi en copie les coordonnées de Pierre et de Michel
que je vous invite à contacter et à solliciter pour toutes les problématiques liées à la direction de projet, direction des opérations. Notre réseau est fier de pouvoir mettre en avant ces experts et ces experts premium. Si vous avez des problématiques de direction d'opération et de direction de projet, n'hésitez pas à contacter nos 2 experts ou à nous contacter pour qu'on vous apporte un maximum de solutions. Merci à tous, j'espère à bientôt et ensemble, réalisons vos projets. C'est notre slogan au sein du réseau Ficti Network. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.